Vue d'ailleurs, seconde partie, nous sommes toujours avec Delphine, Philippe, Mustapha et Juan Pedro. Première réunion de travail et première polémique pour les Républicains. Le nouveau parti organisait ce jeudi une journée sur les religions en général et l'islam en particulier. Initiative contestée en interne par Nathalie Kosciusko-Morizet et qui a provoqué une crise au Conseil français du culte musulman entre les présents et ceux qui voulaient boycotter l'événement. Écoutez Abdallah Zekri, il ne décolère pas. C'était dans le 12-14 d'LCI cette semaine. C'est vrai qu'il y a une crise ouverte suite à cette trahison, parce qu'ils auraient pu quand même informer le reste du bureau, leur dire on y va, au moins qu'on ne soit pas informé par la presse. C'est en catimini et je trouve ça lamentable. Trahison, le mot est fort. Est-ce que vous jugez ce débat opportun, Mustapha ? En fait, Sébastien, ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que l'idée de cette journée a été imaginée par Nicolas Sarkozy en plein obsession terroriste en pleine attaque terroriste contre la France. Et lui, dans sa stratégie, il voulait changer le nom de l'UMP aux Républicains et organiser un événement majeur pour lui au niveau national pour vraiment faire la naissance, pour pousser à la naissance de ce parti médiatique et politique. Sauf que à l'intérieur même de son parti, il y a eu des divergences. Il n'y a pas eu que Nathalie Kosciusko-Morizet qui était contre. Il y a François Fillon, Alain Juppé aussi. Il y a Bruno Le Maire. Il y a autant de voix qui lui ont dit mais l'islam n'est pas la priorité. Il y a l'économie et les entreprises. Et donc, il s'est rabattu sur une journée d'études au niveau parti interne. Alors, bien sûr, ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que Nicolas Sarkozy est en train d'imiter Marine Le Pen. Il a détecté le filon. Quel est le filon électoral ? C'est de pointer l'islam et les musulmans. Pour lui, dans sa tête, dans sa logique, peut-être maurassienne ou buissonienne, pointer une communauté, pointer une religion, pointer des gens et peut lui apporter des voix, peut lui garantir une notoriété médiatique. Et là, vous pensez que ce sera l'un des grands thèmes de la prochaine présidentielle ? Lui, il est en train de... En tout cas, les thèmes de la présidentielle seront ce que les partis et les hommes politiques en feront. Et Nicolas Sarkozy a fait le constat, a fait l'analyse que si Marine Le Pen et le Front National marchent, c'est parce qu'ils tapent trop sur l'immigration et sur l'islam. Et donc, pourquoi ne pas faire comme eux pour avoir autant de succès ? Et ça, c'est l'erreur qu'il commet. Et c'est que les socialistes et l'opposition de gauche, les Verts, vont pouvoir peut-être exploiter pour le remettre à sa place. Delphine. Oui, on retrouve le cheval de bataille de Sarkozy, l'idée, la crise identitaire, qui est le sujet qu'il souhaite mettre sur le devant de la scène sans arrêt. Et là, je pense que l'islam, en effet, était, je pense, le prétexte pour évoquer cette crise identitaire qui lui tient vraiment à cœur et qui est son leitmotiv. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une problématique de positionnement des Républicains, tout à fait, et de ce nouveau parti, donc qu'il faut positionner par rapport à ce vote, parce que il y a le vote musulman. Il faut s'interroger sur comment, quand on est un nouveau parti de droite, on peut imaginer, enfin nouveau entre guillemets, on peut se rallier ce type de vote. Ouais, Nicolas Sarkozy qui évoque aussi l'inquiétude des musulmans qu'ils ne veulent pas être assimilés au djihad. Philippe. Deux choses. La première, c'est que on a vu un durcissement, un changement changement dans Nicolas Sarkozy vis-à-vis de l'islam depuis le fait qu'il voulait un islam de France. Et quand on l'a écouté cette semaine, c'est l'islam doit s'adapter à la République, c'est l'assimilation, c'est plus l'intégration de l'islam pour faire un islam à la française, c'est vraiment, nous, l'islam, il faut qu'on le combat, ceux qui ne veulent pas intégrer dans la République, donc c'est nous contre eux. Ça, c'est plutôt quelque chose de nouveau concernant Nicolas Sarkozy. Et évidemment, comme disait Mustapha, il cherche après Marine Le Pen, parce qu'évidemment, son grand rival, c'est à la fois François Hollande, mais il ne peut pas trop y aller pour le moment. Je vous expliquerai ça dans un instant. Donc, ce qui est beaucoup plus facile, c'est d'aller chercher des voix chez Marine LePen. Et l'islam, c'est le... Et de se démarquer d'Alain Juppé et de François Hollande. Et la deuxième chose, c'est évidemment, il ne peut pas parler du chômage, de l'économie, de la politique internationale, parce que c'était beaucoup trop tôt. Le parti vient juste d'être créé. Il ne peut pas aller là-dessus, parce que, évidemment, le Parti socialiste va le démolir, va l'attaquer dès maintenant, et il faut qu'il tienne
2 ans avant le prochain présidentiel. Donc, l'islam, c'est parfait comme sujet pour aborder tout de suite. Juan Pedro. Je crois qu'il faut dire des choses beaucoup plus simples. On ne peut pas être élu président de la République française sans les voix des musulmans. Il y a des 5 à 6 millions de musulmans qui sont des Français à part entière et qui ont le droit à voter comme ils le croient je fais. Sur ce point, il y a une question essentielle. C'est-à-dire la droite, elle est victime des contradictions. Il y a une partie de la droite qui c'est grosso modo anti-musulmane à fond, et il y a une partie de la droite capable de dialoguer avec les musulmans. Dans les derniers meetings électoraux du président Sarkozy au Bourget, fait déjà 2 ou 3 ans, on voyait bien les organisateurs ont mis quelques musulmans à la porte pour, voilà, nous avons aussi des non-musulmans à nous. Mais les gens bourgeois du 7e, 16e arrondissement arrivaient, tournaient les dos aux musulmans, et il a fait un discours anti-musulman et anti-France profonde. Et il sera victime de la contradiction parce que la France c'est le 2e pays musulman de l'Europe. Mustapha vous répond. Oui, mais moi je crois à la limite que ce n'est même pas le vote musulman qui est en jeu parce qu'il est minoritaire et c'est une niche qui n'a pas encore pris de l'importance. 2 millions d'électeurs, c'est beaucoup. Mais je crois que Nicolas Sarkozy vise davantage le vote Front National. Il veut pratiquer ce qu'il a fait en 2007 et qui lui a réussi, à savoir une politique de captation. Je vais sur le terrain des Front National, je prends ces thématiques et je séduis sa clientèle pour affaiblir le Front National. Et d'ici 2 ans, je serai le seul capable de croiser le fer avec le socialiste ou François Hollande ou Manuel Valls. Donc c'est une stratégie pour séduire le Front National. C'est évident, Mustapha, mais sur ce point, il va perdre le vote musulman. Mais c'était une journée ratée. Pour moi, c'est une journée ratée parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu à l'origine. Le parti reste divisé, donc cette journée était aussi ratée que le fameux congrès pour l'annonce des Républicains, où on voit que les anciennes divisions sont bel et bien toujours intactes, et on l'a vu aussi lors de cette journée sur de toute les façon, jusqu'à président présent, Sarko, président diviseur. Oui, de toute façon, tout ce qu'a fait jusqu'à présent les Républicains, c'est raté en termes de communication et de politique. Allez, on change de sujet. Des pastilles vertes, jaunes, rouges, bleues ou grises vont faire leur apparition en début d'année prochaine sur les pare-brises. Un nouveau système pour distinguer les véhicules propres des plus polluants sur la base du volontariat. C'est un pas en avant pour François de Rugy, un cache-misère pour Noël Mamère. Vous en pensez quoi, vous ? C'est un gadget, Philippe ? Moi, je pense que c'est plutôt un gadget. On se rappelle tous des pastilles vertes qui ont marché un certain temps et tout d'un coup, un jour, ça ne marchait plus. On n'a jamais vraiment compris pourquoi. Donc, rebelote, ça revient. Pour moi, ça va pénaliser les plus pauvres qui ont des vieilles voitures qui roulent souvent à diesel. Comment ils vont faire dans les centres-villes, surtout à Paris, pour rouler quand ils en ont besoin ? Évidemment, il y a des aides pour acheter des voitures neuves, mais une voiture, ça coûte quand même cher et on ne paye pas la totalité du coût de la voiture. Donc, c'est vrai que, pourquoi pas, ça n'existe pas en Grande-Bretagne. On a des péages pour aller dans le centre de Londres qui marchent plutôt bien. Bon, on va peut-être changer le système ou l'améliorer, mais je pense qu'à Paris, il faut trouver une autre solution pour réduire la circulation. Et ces vieilles voitures diesel dont on parle tellement et qu'on méprise tellement aussi, ils sont voués à disparaître sur le long terme parce qu'une voiture, c'est pas éternel. Donc, elles vont finir par disparaître elles-mêmes. Donc, je pense que cette histoire de pastilles, ça sert pas à grand-chose. Je suis victime de la pollution à Paris. On le voit dans ma voix. Je parle mal d'habitude, mais aujourd'hui particulièrement mal. Victime de la mauvaise politique écologique de Paris. Il y a des contradictions ségolènes. Hein. La pastille, peut-être c'est un bon gadget. Pourquoi pas ? Il doit l'essayer. Mais il faut aller beaucoup plus loin contre la pollution à Paris. Alors, ce sont les villes qui décideront. Paris et Grenoble se disent intéressés. Clermont et Aix-en-Provence, pas du tout. Mustapha. Moi, je crois qu'il s'agit plus d'un gadget de communication. Moi, j'imagine un petit peu le cabinet de Ségolène Royal réuni. Alors, quelle est l'idée qu'on va sortir maintenant pour donner l'impression à l'opinion française que le gouvernement prend des décisions qui luttent contre la pollution. Donc, ça fait partie de ce genre de gadget beaucoup plus destiné à l'opinion française, à dire que le gouvernement bouge, réfléchit, essaie d'innover, que vraiment des décisions efficaces, parce que, comme l'a dit Philippe, le parc automobile est censé s'auto-réguler automatiquement.
On parlait de Ségolène Royal. Regardez ces images très commentées lors de la visite d'État du roi et de la reine d'Espagne en France. Hasard du protocole, la numéro 3 du gouvernement et ancienne compagne de François Hollande a endossé les habits de première dame pendant quelques heures. Le quotidien catalan El Periódico parle même de reine d'un jour. Que vous inspire cette situation un peu cocasse, Juan J'ai Pedro? l'impression que le président Hollande prend d'un malin plaisir de voir le résultat du protocole. Laurent Fabius était avec une conférence terrible sur l'Irak. Alors, du coup, la troisième personne de l'État, Madame Ségolène, elle est là. Je crois que le président aime ce type de petites blagues, entre guillemets. Ça fait sourire, ça fait pas du mal, ça donne une image plus glamour, si vous voulez. Bon, c'est pas du mal. Alors, Mustapha, ça vous amuse? Sébastien, si par exemple Ségolène Royal n'était pas sur cette photo, qui aurait, selon le protocole, aurait pu figurer sur cette photo? C'est Laurent Fabius. Est-ce que vous imaginez le côté glamour de François Hollande, Laurent Fabius et le couple royal? Je crois que Laurent Fabius ne pouvait pas non plus. Il était à la conférence. C'est pour ça d'ailleurs que Ségolène Royal qui se trouve sur la photo. Ce que j'ai trouvé dans cette photo, au-delà de son côté, Il aurait pu être seul aussi. son côté esthétique, c'est le côté message déjà été. personnel que pour Ségolène Royal, qui se venge de manière extrêmement éclatante, parce que n'oubliez pas qu'on a tout fait pour l'écarter de la photo, notamment Valérie Trierweiler, et pour François Hollande, c'est quelque chose de personnel aussi, de symbolique. Mais c'était très marrant à voir, et il ne faut pas bouder son plaisir, très joli à voir. Cette photo-là est beaucoup plus belle que s'il y avait Laurent Fabius dessus. Et même si ce n'est qu'une histoire de protocole, eh bien, ces images font écho à l'une des couvertures de l'Obs, la vice-présidente, sur le poids politique de Ségolène Royal. Non, elle est formidable, Ségolène Royal. C'est comme disait Laurent Geoffrin autrefois, Ségolène Royal, c'est une ovni politique non identifiée. Elle arrive partout où là, on ne l'attend pas. Je me rappelle d'elle à l'inauguration de Barack Obama. Poum, on la voit. Et ben maintenant, on la revoit là, c'est comme... au revoir Valérie, son côté archaïque. bonjour Julie et rebonjour Ségolène. Allez, J'ai un petite information, petit détail. Depuis un certain temps, l'équipe de Ségolène Royal commence à envoyer des mails aux journalistes, alors qu'avant, ça s'est arrêté. Ça veut dire que son équipe est en train de réfléchir à autre chose que ça. Allez, il nous reste 2 minutes pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. On commence avec votre coup de cœur, Philippe. Coup de cœur. C'est pour la conférence sur Daesh cette semaine à Paris. Je trouve enfin, même si ça n'a pas réussi à faire grand-chose, on commence à se réunir pour trouver une solution pour combattre le groupe État islamique. Donc, bravo à la France et à l'Irak d'avoir organisé cette conférence. J'espère que ce n'est pas la dernière. Et au moins, on commence à s'organiser pour combattre ce groupe qui est vraiment épouvantable. Votre coup de gueule, Delphine. Oui, moi c'est un coup de gueule à nouveau. Il y a une gigantesque offensive qui se prépare du côté des forces pro-russes contre l'Ukraine et dans un silence assez assourdissant. En France, on parle de Roland-Garros, de l'été qui arrive, mais on n'évoque absolument pas ça. Je sais que le président ukrainien a tiré la sonnette d'alarme cette semaine. L'Europe l'a entendu, mais encore une fois, ça va être des gesticulations, de belles paroles et rien du tout. Je tiens à ouvrir une petite parenthèse et dire que le président russe, donc Vladimir Poutine, a signé une amnistie générale de tous les prisonniers le 9 mai dernier. Et que à peu près un mois après, c'est ce qu'on me disait, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de mercenaires sur le front pro-russe. Un coup de cœur pour Juan Pedro. Oui, je suis un coup de cœur pour la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, attention, qui préside Alexandre Gadi, prof à la Sorbonne. Eux, ils sont contre, ils défendent les jardins et les serres d'Auteuil contre les projets d'ampliation appuyés par Manuel Valls de Roland-Garros. Je crois que les jardins et les serres d'Auteuil sont un des plus beaux, plus anciens jardins parisiens. Ça mérite le détour, ça mérite un respect et surtout ça mérite tenir à l'écart les projets d'ampliation de Roland-Garros. Allez, on termine avec un coup de gueule, Mustapha. Non, coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur pour les fesses de Jennifer Lopez.
qui a mis le Maroc en émoi la semaine dernière. Elle a participé à un festival qui s'appelle le Festival Mawazine et elle a provoqué un des débats les plus aigus, de société les plus aigus, une crise de politique au Maroc les plus aiguës. Et là, elle a poussé les Marocains à réfléchir sur un certain nombre de questions. Et rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. Merci à vous quatre. On se retrouve la semaine prochaine sur LCI.